Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Place ce matin à un colloque qui s'est tenu hier au Sénat autour de l'engagement des collectivités pour sauvegarder la biodiversité. Un événement organisé par le sénateur Les Républicains de la Mayenne, Guillaume Chevrollier, en partenariat avec l'Agence française de la biodiversité. L'enjeu, c'est la mobilisation la plus large de tous les acteurs du territoire pour permettre d'envisager une reconquête de la biodiversité. La biodiversité est à l'agenda mondial avec une implication toute particulière de la France qui recevra le Congrès mondial de la nature en 2020. Alors, quels freins sont encore à lever pour que les collectivités passent à l'action? Quelles politiques publiques doivent urgemment intégrer des enjeux de biodiversité, de l'aménagement à l'habitat, en passant par les espaces verts ou encore l'urbanisme commercial? Comment informer, mobiliser les futurs élus pour qu'ils engagent des plans d'action biodiversité dès l'entrée en vigueur de leur nouveau mandat? Voyez cette table ronde qui s'est tenue hier au Sénat. Je vous remercie de cette invitation pour participer et ouvrir ce colloque sur biodiversité et territoire, biodiversité et collectivité territoriale, sachant que tout a été très bien dit dans votre introduction et dans celle du président Larcher. En gros, nous savons à quel point la biodiversité est devenue un enjeu aussi important que la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, d'accueillir les scientifiques de l'IPBES en France il y a environ 6 mois. L'IPBES, c'est comme vous le savez, le collectif des scientifiques qui se plonge sur les sujets d'évaluation de la perte de biodiversité, et leur rapport était assez inquiétant. Et c'était important d'avoir un échange avec eux, et le président de la République les a reçus à cette occasion. Vous connaissez les chiffres, on en a beaucoup, mais dans les chiffres particulièrement marquants, une espèce disparaît toutes les 20 minutes sur la planète. Ou si on prend les oiseaux en France, le nombre d'oiseaux communs a chuté d'un tiers en 15 ans. En gros, l'IPBES nous dit que le taux d'extinction des espèces est sans précédent au niveau mondial, qu'il s'accélère, et que les 3/4 de l'environnement terrestre et les 2/3 de l'environnement marin ont été significativement modifiés par l'espèce humaine. Mais il y a quand même un certain nombre de raisons d'espérer. Et la première, et j'ai eu cette discussion avec le président de l'IPBES, Sir Robert Watson, c'est que les actions pour la biodiversité permettent d'avoir des résultats relativement rapides. Autant les actions pour la lutte contre le changement climatique, sont complètement mondialisées, puisque les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières, et deuxièmement, mettent beaucoup de temps à agir, autant les actions pour la biodiversité, lorsqu'elles sont ciblées et efficaces, permettent de voir revenir à des endroits particuliers de la biodiversité à une échelle relativement courte. Alors, longue du point de vue des individus, on parle de quelques années, mais relativement courte à l'échelle de l'évolution des populations. Il est donc possible d'agir, même si la situation est sérieuse, et cette action va prendre beaucoup de formes. Je voudrais prendre quelques exemples de sujets sur lesquels nous travaillons et vous dire à chaque fois à quel point le « nous » inclut les collectivités territoriales, parce que par définition, ça a été dit, que ce soit en métropole ou en outre-mer, on ne fera pas reculer la perte de biodiversité, on ne réintroduira pas des espèces, on n'aidera pas des espèces à se développer, on ne développera pas les habitats naturels si on ne le fait pas dans un partenariat entre tous les acteurs, l'État qui a un rôle d'impulsion, les collectivités locales qui ont un rôle majeur, mais aussi les associations et même les acteurs économiques qu'il faut qu'on aille chercher plus largement parce qu'ils ont une responsabilité et ils ont une capacité d'action. Le premier sujet concerne le développement des aires protégées. Suite à cette rencontre du président de la République avec les scientifiques de l'IPBES, le président a annoncé une ambition pour la France qui est de protéger 30% du territoire national, dont un tiers sous protection forte, que ce soit en métropole ou en outre-mer. C'est ambitieux, on n'est pas très loin des 30% en protection classique, notamment grâce à la protection du domaine maritime. On est plus loin des 10% en protection forte, ça nécessite de se reposer des questions de stratégie fondamentales. C'est un travail que nous avons engagé avec la conférence des aires protégées dans laquelle on trouve les associations de collectivités territoriales qui sont des acteurs à part entière pour voir quelle est l'ambition qu'on se donne pour la prochaine décennie, à la fois en termes de cartographie, sachant que nous allons bientôt créer le 11e parc national, celui des forêts à la frontière de la Champagne et de la Bourgogne, que nous avons une vingtaine de réserves naturelles prévues pour création ou extension d'ici à la fin de l'année 2021, mais que nous devons maintenant nous doter d'une nouvelle feuille de route. Donc les travaux ont démarré. Pour la partie marine,
Le 4e colloque national des aires marines protégées aura lieu à Biarritz du 22 au 24 octobre. Nous y ajouterons un colloque sur les aires protégées terrestres le 25 octobre à Paris, avec l'idée de travailler tous ensemble à dessiner les contours de cette nouvelle stratégie, de la partager quelque part en mars ou avril 2020 et de pouvoir finir de l'élaborer courant 2020. Le deuxième sujet sur lequel nous devons travailler est la capacité à être plus efficace sur les territoires par une meilleure potentialisation des actions entre l'État, l'AFB, l'ONCFS et les collectivités territoriales. Alors, je cite l'AFB et je remercie son directeur pour le soutien à ce colloque et l'ONCFS, mais j'ai eu l'honneur de porter devant cette assemblée, avec monsieur le sénateur Cardou notamment, la création de l'Office français de la biodiversité qui va prendre le relais de ces deux établissements au 1er janvier prochain et qui a vocation à la fois à contribuer à la définition de la stratégie en matière de biodiversité, à créer cette grande police rurale dont nous avons besoin, ne serait-ce que pour protéger mieux nos espaces et faire respecter nos lois, et puis aussi à aller un cran plus loin dans les partenariats avec les collectivités locales, et je pense en particulier aux régions. Nous avons déjà des agences régionales de la biodiversité. Les régions s'engagent progressivement. Nous allons continuer ce mouvement. Donc la création de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, est très complémentaire de ces agences régionales. Là encore, en métropole comme en outre-mer, que ce soit des structures formelles avec des équipes et un partenariat ou simplement une vision partagée plus légère mais qui permet d'avoir une stratégie commune, parce qu'il n'est pas souhaitable et pas possible d'avoir d'un côté une vision nationale avec l'État et son grand opérateur de référence et de l'autre des visions territoriales non articulées. Les ARB sont l'occasion d'articuler les visions à l'échelle régionale et d'embarquer tous les acteurs à l'échelle infrarégionale. Je pense que ce sera extrêmement utile dans la capacité à agir au quotidien pour la biodiversité. Je voudrais dire un mot sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Monsieur le sénateur, vous l'avez cité. Parmi les causes que l'IPBES identifie sur la perte de biodiversité, on a l'exploitation agricole et notamment l'utilisation de pesticides, l'artificialisation des sols, la surexploitation des terrains et les espèces exotiques envahissantes. L'artificialisation des sols est donc une cause majeure. Nous avons commencé des travaux à la fois pour savoir comment mieux utiliser les friches, parce que plus on utilise des friches industrielles ou des friches urbaines, moins on a besoin d'aller artificialiser. Et plus globalement, pour savoir comment se doter d'un objectif de réduction ou d'arrêt total de l'artificialisation nette et aussi les moyens pour y parvenir. Ça sera à l'agenda du gouvernement dans les mois qui viennent, avec un groupe de travail interministériel qui a été mis en place juste au milieu de l'été et qui rendra ses conclusions d'ici à la fin de l'année, dans lequel on retrouve de nouveau des associations de collectivités locales. Nous devons trouver les moyens d'avancer sur la piste du zéro artificialisation nette. Nous artificialisons aujourd'hui l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Nous devons faire mieux. Ceci interroge totalement notre mode de vie. Ça interroge notre mode de vie en matière de logement, puisque la première cause de l'artificialisation, c'est l'étalement urbain et notamment les lotissements pour logement. Et dans une moindre mesure, la protection de nos terres agricoles et tout ce qui est aménagement économique et aménagement commercial. Enfin, la transition agricole est un sujet indispensable pour traiter des questions de biodiversité. La transition agricole emporte la question de l'eau. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets lors des 6 derniers mois. Je salue le président Flageolet qui est là. Dans les assises de l'eau, quand nous avons travaillé sur le grand cycle de l'eau, nous avons aussi cherché à trouver comment est-ce que l'eau pouvait être au service de la biodiversité, comment est-ce qu'on n'avait pas une approche seulement utilitariste des différents usages de l'eau et on n'oubliait pas les besoins de la nature en matière d'eau et les solutions fondées sur la nature. Nous avons maintenant une feuille de route ambitieuse au service de la transition agricole. C'est l'idée de créer le plus vite possible les paiements pour services environnementaux avec les agences de l'eau les plus en avance sur ce sujet. Et globalement d'arriver à démontrer qu'on est capable
d'avoir des usages raisonnés qui permettent de répondre à la fois aux besoins de l'agriculture et aux besoins de la biodiversité. Donc tout ça pour dire que les collectivités sont clés sur tous ces sujets, agriculture, artificialisation des sols, police rurale, stratégie territoriale coordonnée. Le dernier outil que je voudrais citer, ce sont les contrats de transition écologique. Mon ministère en porte 80 avec différents territoires, là encore, en métropole et en outre-mer. Ce sont des occasions de définir des projets communs avec les collectivités, en général des EPCI, au service de l'écologie, que ce soit la transition agricole, énergétique ou la protection d'espaces naturels. Je pense par exemple au contrat de transition écologique de Corrèze, que j'ai eu le plaisir de signer, dans lequel il y a une action intéressante qui est le retour à la nature d'une crayère, qui, d'une zone de carrière abandonnée, mène à une zone avec restauration d'un espace, d'un lac, et restauration d'une zone humide au bord du lac avec la nature et la biodiversité qui va avec. Je pense très intéressant que le Sénat s'empare du rôle que vous avez mentionné de caisse de résonance, de capacité à essaimer des bonnes pratiques. Je regrette de ne pas pouvoir rester cet après-midi pour écouter les différents exemples qui vont être présentés, mais on suivra ça de très près. Toute notre capacité collective aux uns et aux autres à faire connaître les solutions qui existent, à les diffuser, à les porter dans ce réseau d'acteurs nous permettra, je l'espère, d'être capable de relever le défi de la biodiversité en France et en le relevant en France, de le porter à l'international avec nos deux grandes échéances, le congrès de l'UICN à Marseille en 2020 et la COP15 en Chine à la fin de l'année prochaine. Je vous remercie. Madame la ministre, monsieur le sénateur Guillaume Chevrollier, à l'initiative de cet après-midi, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Ouvrir ce colloque 3 ans à peine après la mise en place de l'agence en ces lieux, au Sénat, la maison des collectivités, est pour l'agence, pour ses partenaires, pour tous ceux qui s'engagent, une reconnaissance, à divers titres. Reconnaissance d'abord du lien intangible entre l'état de notre biodiversité et la dynamique, la vie des territoires. Les paroles fortes du président Larcher ont été sur ce point très claires. L'échelon local, sans effacer les enjeux d'agir à d'autres niveaux, est une cible stratégique et totalement naturelle. La ministre a également rappelé ses échanges là-dessus avec le président de l'IPBES. Reconnaissance aussi, dès lors, du rôle des collectivités, des communes et des communautés, qui incarnent le niveau de la concrétisation, j'y reviendrai, mais également des départements et des régions qui, de concert, selon leurs responsabilités respectives, peuvent impulser, organiser et outiller chacun. En effet, cette double dimension de l'ingénierie et de la solidarité territoriale, qui furent si utiles pour les grandes politiques de l'aménagement de l'eau et de l'assainissement, sont encore très attendues pour appuyer les acteurs locaux à résoudre les défis auxquels nous faisons face. Reconnaissance, bien sûr, du rôle essentiel des élus dans cette dynamique, à qui il revient d'opérer à leur échelle les transformations nécessaires, et reconnaissance des services de ces collectivités qui les accompagnent dans les défis du quotidien. Quand le sénateur Guillaume Chevrollier, à l'origine de cette manifestation, s'est tourné vers l'agence pour nous proposer de l'accompagner dans son organisation, nous n'avons pas hésité un instant. Il est évident que nous nous devions de répondre présent. Comme cela a été rappelé, c'est d'abord à votre attention, mesdames et messieurs les élus, que ce programme a été conçu. L'idée est de vous donner envie, de montrer que des solutions éprouvées existent et sont à la portée de toutes les collectivités. L'enjeu est évidemment de démultiplier ces actions positives. À 6 mois des élections municipales, au moment où l'opinion publique fait savoir ses attentes, cette initiative du Sénat est on ne peut plus à propos. Vous le verrez à travers les témoignages, la prise en charge des enjeux de biodiversité pour une collectivité dépasse les périmètres où elle était autrefois cantonnée, celle des espaces verts ou des espèces emblématiques. Biodiversité rime avec mobilisation citoyenne et participation. Les atlas de la biodiversité communale en sont une parfaite illustration. Nous aurions pu aussi mettre en avant les aires éducatives, un dispositif que l'agence est très fière de porter, avec un réel succès et dans le cadre d'un partenariat qui associe le ministère de la Transition écologique, l'éducation nationale, celui des Outre-mer et les rectorats. Biodiversité rime avec alimentation de qualité, réappropriation des sols vivants, au bénéfice de productions que de plus en plus de collectivités cherchent à relocaliser. Biodiversité rime avec planification, car on ne peut plus continuer à perdre l'équivalent d'un département par artificialisation tous les 7 ans. La ministre vient de rappeler l'importance du sujet pour le gouvernement. Biodiversité rime évidemment avec espaces protégés. Il reste pertinent de conserver ces espaces de pleine nature, évidemment, pour la biodiversité, oui, mais aussi parce qu'il nous faut préserver ces bulles d'inspiration pour notre bien-être, nos imaginaires, nos rêves,
Là aussi, je ne reviendrai donc pas dessus. Comme je l'avais prévu, la ministre vous a rappelé les engagements et la feuille de route fixée par le président de la République. Mais les aires protégées, il faut avoir en tête que ce sont aussi des espaces à vivre où les acteurs ont négocié la mise en place de règles communes permettant de concilier leur cadre de vie au caractère exceptionnel de la faune et de la flore qui les entoure. Nous parlerons tout à l'heure de Grand-Outarde et d'agriculture. Nous suivrons avec intérêt le témoignage du sénateur Pierre Louot sur la conciliation des différents usages en Champaigne-Tourangelle, une expérience qui a valu la remise d'un Grand Prix national Natura 2000. La remise sur l'ouvrage très prochainement d'une stratégie française des aires protégées est une opportunité à saisir, la ministre l'a indiqué. Biodiversité rime avec santé. Les propos introductifs de Luc Abadis tout à l'heure, qui avec ses pairs fait résonner les réflexions de notre conseil scientifique à l'AFB, le montrera sans doute. Le témoignage de Daniel Breuillet de la métropole du Grand Paris aussi. Nos sociétés produisent de plus en plus de citadins. Cette tendance, conjuguée aux effets malheureusement attendus du changement climatique, pose des questions aiguës et inédites de politique publique, notamment au plan sanitaire et du cadre de vie. Sur ces enjeux d'adaptation au climat, j'en profite pour insister. Vous savez que la nature nous offre des solutions. Je veux vous partager avec vous le plaisir que l'agence vient de remporter un important programme LIFE européen sur les solutions fondées sur la nature. C'est un programme qui durera 8 ans, et qui pourra associer de nombreux partenaires. Il sera lancé d'ici à la fin de l'année, ou en tout cas début 2020, dans un parfait timing, permettant aux équipes élues au printemps 2020 de se saisir de cet enjeu climat-biodiversité de manière très concrète. Nous savons que d'autres grandes institutions sont intéressées pour travailler ensemble et rassembler nos forces. Je pense notamment à la Banque des territoires, avec qui les premiers contacts sont d'ores et déjà fructueux. Vous le percevez certainement déjà. Prendre à bras-le-corps les questions de biodiversité dans le cadre d'une mandature d'élus est en soi un beau challenge. Pour cela, il faut être accompagné, et vos services sont votre première ressource. Agir de manière systémique en pensant alimentation, éducation, travaux et aménagement, planification de l'espace, logement, énergie, nécessite de se poser quelques questions d'organisation et ne sont pas sans poser quelques difficultés. Comment faire en sorte que l'ensemble des services partagent une même grille et agissent de concert? Il ne faut pas hésiter pour cela à vous faire accompagner. De multiples partenaires existent dans le champ institutionnel. Je pense par exemple au CNFPT, au plan technique, les ressources des associations professionnelles et des centres de ressources, comme l'AITF, Plantécité ou les CAUE, mais également parmi les gestionnaires et les associations, que ce soit les conservatoires d'espaces naturels, les CPIE, France Nature Environnement et ses associations, la LPO, Humanité Biodiversité, qui ont développé depuis longtemps des activités de soutien aux collectivités. Pour les communes situées dans un parc naturel régional ou près d'un parc national, vous avez déjà une première porte naturelle auprès de qui Frappé, Ferdi Louisi ou Michael Weber tout à l'heure ne me démentiront pas sur ce point. Et puis il y a bien sûr les établissements publics, AFB, Agence de l'eau, ONCFS, CEREMA, qui sont là aussi pour vous accompagner. En tout cas, je trouverais intéressant que ce colloque donne des pistes en termes d'organisation pratique, des services, du relationnel entre les acteurs, que nous pourrions rediscuter avec les têtes de réseau des collectivités, parce qu'encore une fois, ces questions d'ingénierie et de dynamique collective est essentielle à la réussite et au fait de relever le défi que la ministre a évoqué. L'agence a, de ce point de vue, dès sa création, souhaité, avec ses partenaires, développer un large pan de son action autour de ce qu'on appelle le pari des territoires. Je salue ici Sébastien Flores, qui est à la manœuvre avec François Gauthier et qui a inventé cette formule du pari des territoires. Cette formule reflète parfaitement le programme de notre après-midi, puisque nous aurons l'occasion de découvrir des initiatives et des témoignages d'élus de divers horizons qui partageront avec vous leurs défis, leurs avancées, leurs difficultés sans doute, pour tenter autant que possible de freiner l'érosion de la biodiversité partout et de poser les premiers jalons d'une reconquête ô combien essentielle pour nos territoires et plus généralement pour notre avenir. De grandes mutations sont en cours, les situations sont complexes car interreliées, grande déforestation au sud, changements globaux liés au changement climatique, évolution des modes de transport, la démographie mondiale en croissance, les tensions géopolitiques, l'effritement des fondements démocratiques, le monde est complexe, sûrement aujourd'hui encore plus qu'hier, mais ce n'est pas une raison pour renoncer. Les enjeux de biodiversité ne sont pas absents ni étrangers de ces questions importantes. Plus encore, je pense qu'elle peut nous aider à trouver des réponses. Dans ces combats collectifs qu'il nous faut relever, les solutions locales ont toute leur place dans la résolution de nombreuses équations. Prenons l'exemple de cette formidable opération des capitales françaises de la biodiversité. Elle vient la semaine dernière de révéler son palmarès annuel et elle nous montre la voie depuis 10 ans. Quels que soient les thèmes retenus chaque année, à chaque fois des collectivités répondent présentes et montrent qu'il est possible d'avancer. Évidemment, c'est parce que ces collectivités pionnières
dans la reconquête de la biodiversité des territoires sont encore insuffisamment nombreuses, que ce colloque et d'autres initiatives sont utiles pour montrer la voie. Dans quelques semaines, les forces vives de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et celles de l'Agence française pour la biodiversité seront conjuguées pour encore faciliter la mise en œuvre de politiques publiques exigeantes pour la biodiversité. Plus de 2700 agents répartis sur l'ensemble de nos territoires, de l'Hexagone aux Outre-mer, trouveront dans ce nouvel établissement les ressources nécessaires pour continuer d'œuvrer en faveur de cette transition. Inspecteurs de l'environnement pour la police, gestionnaires d'espaces naturels, facilitateurs de projets de reconquête, formateurs, financeurs, accompagnateurs, ce sont des dizaines de métiers différents qui, tous conjugués dans leur complémentarité, sont mobilisés. L'Office français de la biodiversité sera un établissement national et territorial qui, comme nous l'avons fait, mieux que nous l'avons fait, sera à vos côtés. Il s'engagera auprès des conseils régionaux intéressés pour créer avec eux les conditions d'une mobilisation des acteurs dans les régions autour d'objectifs communs et partagés. Cela se traduit par la mise en place de stratégies régionales biodiversité ambitieuses et la mise en place d'agences régionales de la biodiversité très opérationnelles qui sont créées, et je veux insister là-dessus, pour se rendre auprès de vous, mesdames et messieurs les élus, pour vous appuyer. Une ARB, ce n'est pas seulement un tête-à-tête entre la région et l'AFB, c'est bien la mobilisation des territoires dont il est question pour partager la vision dans l'action, comme le soulignait la ministre tout à l'heure. Très concrètement, nous mettons en œuvre avec nos partenaires l'initiative Territoire engagé pour la nature, que notre ministère de tutelle, avec Régions de France, ont décidé de lancer. Il est aujourd'hui déployé dans près de 10 régions et d'autres s'y lanceront l'an prochain. D'ici cette fin d'année, plus de 100 premières collectivités seront reconnues engagées pour la nature. Concrètement, ce sont des collectifs régionaux, généralement animés par les ARB, mais qui associent beaucoup d'acteurs, dont l'AFB, mais dont les agences de l'eau également, et qui s'engagent partout sur les territoires. Appuyer les collectivités qui souhaitent progresser et mener des actions ambitieuses en termes de biodiversité est un enjeu de solidarité territoriale. À cet égard, la mobilisation des départements sera un plus. Cette coopération est déjà opérationnelle avec certains d'entre eux. Gageons qu'elle progresse encore dans les semaines à venir. Je ne veux pas terminer cette intervention sans parler des atlas de biodiversité communale, un dispositif né en 2010, année internationale de la biodiversité, que j'ai souhaité que nous relancions dès la création de l'agence. Près de 1000 communes sont aujourd'hui impliquées, tant en métropole qu'en outre-mer. Quand une commune a fait un atlas de biodiversité communale, tout change en matière de prise en compte de la biodiversité et de projets de territoire. C'est tout cet acquis que nous sommes heureux de verser à l'OFB dès sa création au 1er janvier. 2020, la ministre l'a rappelé, sera une année marquée d'une pierre blanche. Je veux insister auprès de vous sur le fait qu'à côté du Congrès mondial de la nature à Marseille se tiendront les espaces Génération Nature. Ces espaces ouverts au grand public, nous attendons 100 000 personnes, seront aussi l'occasion pour les acteurs, dont les collectivités, de faire savoir ce qu'elles font, d'aller parler au public de ces sujets et de montrer qu'il est possible d'agir. Pour accompagner cette dynamique, ce colloque vient à point. Colloque, le vocable n'est peut-être pas le meilleur terme pour incarner ce qui se joue aujourd'hui dans cette salle. Séminaire de lancement peut-être, monsieur le sénateur, serait probablement plus approprié tant l'envie est grande du côté de l'agence et demain de l'OFB. Tout de suite après, de penser à la suite. Vraiment, vous me permettrez, monsieur le sénateur, de lancer ici cet appel pour que de telles initiatives continuent de fleurir ici au Sénat au regard de l'importance du sujet qui nous réunit. Au nom de Philippe Martin, président du conseil d'administration de l'agence, et qui s'excuse de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui, je vous remercie encore pour cette initiative. Je vous souhaite à tous un bel après-midi d'échange. Alors, nous nous retrouvons maintenant avec 5 élus représentants à la fois de réseaux très différents et de territoires pour aborder en 45 minutes, on va essayer de tenir notre temps, 3 questions et je vais vous poser cette même question à chacun. La première, c'est quels freins sont encore à lever pour que les collectivités passent à l'action? Quelles autres solutions et opportunités sont à envisager? Et j'aimerais demander à André Flageolet, vice-président de l'AMF, voilà, ça tombe sur vous pour commencer, de bien vouloir nous dire ce que vous évoque cette question des freins et des opportunités. Bien, de toute façon, s'il y a des freins, c'est fondamentalement parce que nous sommes dans des habitudes et que nous avons tellement segmenté les problèmes qu'à un moment donné, nous cherchons désespérément des gens qui sont capables de faire de la transversalité. Et donc, la première réponse, c'est qu'il faut regarder de façon transversale et les
parcelles de République qui se sont exprimées depuis tout à l'heure à travers les élus locaux montrent que, heureusement, il y a des initiatives locales et ce serait bien de laisser ces initiatives s'exprimer pleinement parce qu'elles représentent fondamentalement, un, l'accès à la connaissance des problématiques devant lesquelles nous sommes et deux, l'accès à l'innovation. Et je crois que ce sont des thèmes fondamentaux. On n'a pas présenté l'ensemble qui consiste à dire que nous sommes dans un dérèglement climatique. Ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, dont je suis, nous sommes sur des questions d'étiage sévères encore à l'heure actuelle, de manque de réserves dans les nappes. Voilà. Il faut donc évidemment que les collectivités s'emparent complètement de la question de la biodiversité dans son ensemble et dans ses structures fondamentales de pensée et d'action. Voilà quelques éléments, mais je m'arrête parce que nous sommes nombreux à intervenir. Merci. Michael Weber, vous êtes à la fois maire, mais aussi président d'un parc naturel régional et président de la Fédération des parcs naturels régionaux, des territoires à la fois d'innovation, d'expérimentation. Comment est-ce que dans ces territoires, on identifie les freins pour le passage à l'action sur la biodiversité ? Alors, je crois qu'André Flageolet a bien décrit le fait que finalement les démonstrateurs, et on en a eu la présentation d'un certain nombre d'entre eux, sont une occasion pour nous et pour le mandat qui s'annonce peut-être de s'inscrire dans cette dynamique-là. La question, c'est celle en réalité des freins. Et je pense que dans la situation actuelle, les différents dispositifs qui existent sont plutôt des freins. D'abord, le paradoxe qui fait que finalement, notamment quand on parle de ce triptyque éviter, réduire, compenser, c'est très souvent les territoires urbains ou périurbains qui ont besoin effectivement de s'affranchir, en tout cas de compenser, et qui s'adressent aux territoires ruraux qui, eux, peuvent compenser. Or, la situation, elle est laquelle ? Dans les territoires urbains, chacun tente à reconnaître, les élus, la population, qu'il y a un manque de biodiversité, et dans les territoires ruraux, chacun tente à penser que finalement, il fait déjà un effort énorme envers la biodiversité, et que notamment sur des questions liées à l'artificialisation des sols, à l'urbanisation, eh bien, il donne déjà beaucoup à la collectivité, et que finalement, pourquoi devrait-il faire des efforts supplémentaires? Et donc, on crée, à mon sens, de ce point de vue-là, et c'est un des freins aujourd'hui psychologiques qui est le plus important, une espèce d'opposition croissante entre la ville et la campagne. De plus en plus, il y a un vrai sujet, c'est celui, je prends l'exemple de l'artificialisation des sols. Quand demain, on va dire qu'il faut zéro artificialisation des sols, on va commencer à se demander comment est-ce qu'on peut compenser là où encore on en fera. Je pense aux infrastructures, même routières. J'étais dans le Médoc il y a quelques jours pour lancer le 54e parc naturel régional, c'était un des sujets. Et on s'aperçoit quand même que l'élu rural, le maire de la commune de 400 ou 500 habitants sur un banc communal de 1000 hectares, lui, il considère que finalement, pourquoi est-ce qu'on lui empêche d'accueillir une population nouvelle, alors qu'il n'a pas d'outils pour peut-être passer à de la rénovation du bâti ancien, etc. Donc c'est un des freins, à mon avis, qui me semble aujourd'hui important qu'il faut lever. Les opportunités, eh bien, en dehors de l'effet démonstrateur de ceux qui sont exemplaires entre nous, et il y en a un certain nombre sur les différents sujets assez faciles que sont maintenant l'éclairage public, de plus en plus c'est une thématique y compris attendue par nos concitoyens, l'espace public, les travaux que l'on fait pour effectivement revégétaliser les espaces publics, parfois même sur l'urbanisation où on a des sujets qui sont importants. Mais je pense qu'il y a un autre sujet, un autre levier qu'il faut absolument mettre en œuvre. Et là, je m'adresse aussi aux sénateurs et aux parlementaires, enfin aux députés, c'est celui de la fiscalité. Tant qu'on n'arrivera pas à faire en sorte qu'il y ait une fiscalité sur les territoires exemplaires qui, en quelque sorte, récompense ces territoires, tant qu'il n'y a pas un retour, en quelque sorte, d'investissement de biodiversité sur les territoires ruraux en particulier, eh bien, on aura du mal à convaincre nos collègues élus, effectivement, à s'engager plus encore et à faire en sorte qu'il y ait une espèce de solidarité territoriale entre ville et campagne, de façon à ce que la lutte pour la biodiversité, en tout cas la lutte contre la perte de biodiversité, soit un vrai succès. Merci. Corinne Casanova, à l'échelon intercommunal, vous êtes vice-présidente de l'Assemblée des communautés de France, je vais y arriver. Comment est-ce que vous ressentez cette question que l'on se pose collectivement, à la fois des freins et éventuellement des opportunités, même si on y reviendra après?
Déjà, je voudrais remercier effectivement les organisateurs de cette journée d'avoir mis en avant les collectivités locales, parce que effectivement, on est souvent sur pensée globale, agir local. Maintenant, le slogan est bien connu, mais effectivement, agir local, c'est les citoyens et les collectivités, chacune dans leurs compétences. Et le bloc communal, effectivement, a de nombreuses compétences en matière d'aménagement, en lien avec les régions qui ont le côté plus de la planification, de la réflexion, et le côté opérationnel au niveau des intercos. Moi, j'aurais envie de dire tout à l'heure que, on l'a vu, il ne faut pas trop se flageller quels sont les freins. Il y a plein d'endroits où il y a plein de choses qui se font. Parfois, c'est un peu comme Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Dans certaines opérations d'aménagement, on n'a pas en vision claire que c'est la biodiversité qu'on veut protéger. Parfois, c'est le cadre de vie simplement de nos habitants. Quand on prend des questions de coefficient de biotope par surface, quand on prend des questions de lutte contre les îlots de chaleur, on pense d'abord à nos habitants. Mais pour autant, la faune, la flore peuvent en profiter. Donc moi, j'ai envie de dire, il y a des choses qui se font. Les freins, ça a été cité tout à l'heure par notre élu ultramarin. Il y a encore des questions financières. Il faut effectivement, à l'heure d'arbitrer sur les budgets, la politique, c'est ça, public, c'est ça, c'est des arbitrages budgétaires. Donc parfois, effectivement, les allocations de moyens, c'est pas simple. Lorsqu'on échangeait tout à l'heure en préparant cette réunion, je vous disais avoir travaillé sur des contrats de corridors biologiques. Quand on veut effacer une infrastructure existante, qui me semble être dans les enjeux importants aujourd'hui, eh ben, ça se chiffre très vite en centaines de milliers d'euros. Et expliquer aux citoyens qu'on va créer un passage à faune sous une ERD à quelques centaines de milliers d'euros, dans les arbitrages budgétaires, ce n'est pas toujours évident. Par contre, les opportunités, effectivement, elles sont nombreuses, ça a été dit tout à l'heure. Ce qui me semble être une question importante, c'est de faire que les réalités qui nous ont été données par Luc Abadi tout à l'heure ne paraissent pas trop anxiogènes. 1 million d'espèces qui a disparu, bon bah allez, c'est bon, quoi, c'est fini, quoi. À quoi ça sert, quelque part. Et d'avoir, moi il y a une phrase que je trouve assez cynique qui m'avait marquée quand j'étais étudiante, de dire la mort d'un homme c'est un drame et la mort d'1 million d'hommes c'est de la statistique. Mais quelque part, je pense qu'il y a aussi cet élément-là dans la biodiversité qui est important. Et pour moi, du coup, un des leviers importants, ce sera de travailler avec les enfants. Un enfant, on lui montre un hérisson, on lui montre une abeille, on lui montre un petit animal. Il y a tout de suite, plus encore que chez les adultes, un vrai sentiment de proximité qui se crée. Et je pense que c'est passer le cap anxiogène du million d'espèces qui disparaissent par l'animal qu'on va adopter. Dans le cadre des contrats de corridors biologiques, effectivement, moi je sais que c'était le meilleur souvenir que j'ai eu, c'est d'entendre des enfants parler des animaux du quotidien, construire un abri à insectes. Et c'est par ce vecteur-là, je pense qu'on peut avoir de très beaux résultats. Merci. Alors, Daniel Breuillet, quand on est vice-président à la nature d'une agglomération de plus de 8 millions d'habitants, avec 7 millions d'eux. 7 millions de. Bon, j'anticipe sur la croissance annoncée et la densification de ce centre urbain capital. Comment vous voyez les choses, pour vous, les freins que vous sentez sur vos communes, vos intercommunautés membres ou établissements publics territoriaux membres de la métropole du Grand Paris, ou les autres acteurs publics et privés que vous côtoyez, qu'est-ce qui manque pour qu'ils passent à l'action ? Pour ma part, je citerai comme principal frein une question d'acculturation de nous-mêmes élus. Ce sujet de la biodiversité. Alors, je suis un élu très urbain, métropole du Grand Paris, et évidemment, j'étais maire de la ville d'Arcueil. Ce sujet est un sujet méconnu. On parle de biodiversité essentiellement autour des faits du quotidien, de la vie des pigeons, de la présence des rats, mais la compréhension d'une vision du monde holistique, de ce que peut être la ville-nature demain, est une compréhension qui reste assez segmentaire. C'est-à-dire, on se dit, on sait qu'on a des choses à faire, des choses à améliorer.
souvent des solutions techniques. Je ne suis pas certain que le message que les scientifiques, le monde académique nous adresse ait pleinement impacté notre réflexion sur la ville elle-même. Donc pour moi, le principal obstacle, c'est l'acculturation. J'en ajouterai un deuxième, j'ai entendu mes collègues, tout ce qu'ils ont dit me convient parfaitement, c'est quand même les questions des valeurs foncières. Lorsqu'on est élu dans cette métropole du Grand Paris, j'ai publié une tribune qui disait « La nature rend des services immenses, mais elle ne paye pas de droit à construire ». Et du coup, elle perd la plupart des arbitrages, parce que lorsque vous êtes maire et que vous pouvez dégager sur un foncier donné plus de droits à construire, vous vous dites « Je rénoverai une école, je construirai une crèche », tous équipements tout autant nécessaires, évidemment, pour le bien-être de nos concitoyens. Mais du coup, cette inégalité, au fond, entre une nature assez résiliente, assez capable d'être généreuse en termes de qualité de vie, de lutte contre les îlots de chaleur, les inondations ou les sécheresses, n'est pas appréciée à sa juste valeur. Et une friche reste regardée plutôt comme un espace à bas coût sur lequel on peut... Voilà, je crois que lorsqu'on a mieux entendu les messages de l'IPBES ou des scientifiques qui ont accompagné votre colloque, eh bien, on commence à penser différemment et à se demander comment ce sujet fondamental est intégré dans la façon même de concevoir la ville. Voilà, donc moi je mets l'acculturation comme premier objectif en ce qui nous concerne, nous élus. Merci. Valérie Louvel, vous êtes vice-présidente du département de la Manche et vous représentez l'Association des départements de France. Comment vous réagissez à cette question de quels sont les freins pour passer à l'action, alors peut-être au sein des départements, mais aussi en tant que département avec les collectivités infradépartementales ? Merci au sénateur de la Mayenne de donner la parole au département aujourd'hui, parce qu'en fait, le département est aujourd'hui la collectivité territoriale qui dispose du plus d'ingénierie et de retour d'expérience en matière de biodiversité. En effet, je vous rappelle que la biodiversité, c'est le fondement de la compétence historique des départements, qui est la création et la gestion des espaces naturels sensibles. Alors, en tant que vice-présidente, je vais vous donner des exemples très concrets, puisque monsieur le sénateur nous avait dit qu'il faut que pour les élus qui souhaitent, en fait, soit être candidats au municipal, soit qui sont déjà élus en place, qui vont recommencer un mandat sur de bonnes bases, être très concret dans les exemples. Alors, deux freins rapides à lever pour vous, chers collègues élus, en matière de biodiversité. Alors déjà, avec un peu de volonté publique, vous allez venir à bout de ces deux freins qui sont les outils de développement durable de votre collectivité actuellement et votre vocabulaire d'élu et celui de vos services. Alors je vous explique, dès le début de votre prochain mandat, je vous recommande d'être novateur et de supprimer l'agenda 21 de votre collectivité, le service développement durable, le projet environnement pour la commune. Vous souriez, mais je l'ai fait. Ces outils ont été nécessaires il y a quelques années à la prise de conscience des grands enjeux environnementaux. Leur mise en œuvre témoignait alors de la volonté des élus d'inclure dans leurs actions les projets en faveur de la protection de l'environnement. On était sur une stratégie souvent assez descendante, même si elle s'appuyait parfois sur des acteurs locaux d'éducation au développement durable. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que vous êtes attendus par vos concitoyens sur les enjeux biodiversité et non plus dans la situation où vous deviez attirer leur attention sur l'importance de la biodiversité dans leur vie quotidienne. Et ça change tout. Aussi, je vous suggère d'accompagner la suppression des outils précités, je vais y revenir, par un changement de vocabulaire qui s'impose. C'est très facile, ne dites pas « nous allons préserver la biodiversité à travers nos politiques publiques », car ça sous-entend que la biodiversité aurait besoin de l'homme pour survivre. Or, ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. La biodiversité au cours des ères géologiques a toujours su évoluer rapidement, s'adapter. Elle n'est plus la même qu'avant, bien évidemment, mais l'homme a beaucoup moins de capacité à faire face au bouleversement de son environnement naturel. Dites plutôt, nous allons mieux intégrer les services rendus par les écosystèmes dans toutes nos politiques publiques. Cela sous-entend que vous avez bien compris la place occupée par la biodiversité dans l'équilibre des écosystèmes et que vous passez en fait d'une stratégie descendante d'intégration des préoccupations dans vos politiques publiques à une stratégie de co-construction dont l'objectif est bien la qualité de vie de vos concitoyens.
rendu possible en fait par les écosystèmes dont ils font partie intégrante, bien sûr. Alors simultanément, à la suppression des outils de développement durable, je vous en ai parlé parce qu'en fait, c'est une manière d'annoncer pour une collectivité qu'elle passe, voyez, à un cran supérieur, qui est de dire on va rebâtir nos politiques publiques en partant des services rendus par les écosystèmes, et cela va avoir plusieurs effets. Déjà, c'est du vécu, hein, rapprocher vos politiques publiques des préoccupations de vie quotidienne de vos concitoyens. Vous l'avez dit aussi à travers vos exemples. Leur offrir des possibilités de co-construire avec vous les projets de territoire. Et en plus, vous allez mettre de la transversalité dans le fonctionnement de vos services, de votre collectivité. Et on sait que cette transversalité, c'est aussi une façon d'aller de plus en plus vers un management en équipe projet, qui est quelque chose qui est insuffisamment développé dans nos collectivités, mais sur lequel nous tous élus sommes déjà très attentifs. Donc c'est ces deux points, ces deux freins, oui, peut-être simples, en complément de tout ce qui a été dit. C'est vraiment un effort de stratégie, de façon d'aborder la biodiversité dans les collectivités. Alors du coup, sur ces politiques publiques autres dans lesquelles il faudrait intégrer, est-ce que, Corinne Casanova, vous pouvez réagir, alors peut-être à la proposition peut-être un peu iconoclaste qui vient de nous être faite, mais dans quelle principale politique publique faut-il intégrer la biodiversité, où doit-on mettre la priorité si on doit en mettre une? Alors, paradoxalement, pour ceux qui me connaissent, qui savent que j'étais un ardent défenseur du PLU intercommunal, je ne vous dirais pas dans l'urbanisme, pas parce qu'il ne faut pas, mais parce que pour le coup, j'ai l'impression que c'est un sujet sur lequel on a avancé ces dernières années. Alors, est-ce que c'est l'autorité environnementale? Est-ce que c'est les études d'impact qui nous ont fait avancer? Donc, est-ce que c'est un peu le bâton? Ou est-ce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, la volonté d'intégrer des aménités particulières pour l'homme comme pour la nature? Mais je le disais, je crois qu'on a vu tout à l'heure des exemples de végétalisation, on en a de plus en plus, des questions de coefficient de biotope, des questions de noues paysagères, de forêts verticales. C'est des choses, ça rentre dans la grammaire de l'urbanisme, de l'aménagement. Moi, j'ai moins envie d'être inquiète là-dessus, y compris sur un sujet que vous donniez dans les questions sur l'urbanisme commercial. Je suis membre de la Commission nationale d'aménagement commercial. Les projets se sont améliorés. Là aussi, la loi a aidé. Je suis en train de piloter la révision d'un SCOT. L'artificialisation n'est pas zéro artificialisation nette, parce qu'on a 97 000 personnes à accueillir dans les 20 années qui viennent. Donc on ne sait pas faire, mais la réduction drastique des surfaces constructibles et surtout des terrains pris à l'agriculture est réelle. Je pense que le point sur lequel il faut qu'on travaille aujourd'hui, au niveau en plus des intercommunalités qui en ont cette compétence, c'est au niveau de la compétence GEMAPI, au niveau de tout ce qui concerne les cours d'eau. Et je pense plus d'ailleurs à la question des milieux aquatiques, au MA, qu'au PI. Effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure dans les premiers débats. On se retrouve de plus en plus avec des questions de conflit entre l'eau à boire et l'eau qui reste dans les cours d'eau au débit d'étiage, aux discussions avec les agriculteurs aussi sur ces questions-là. Je crois que toutes les trames tout à l'heure ont été évoquées, trame verte, trame bleue, trame orange, trame noire, trame marron, trame turquoise, dont on entend de plus en plus parler aussi. Et pour moi, c'est le véritable enjeu. Je suis sur un territoire où, par exemple, on a réussi, au niveau avec un contrat de bassin versant, à largement améliorer les pollutions des eaux. Les derniers ouvrages qui nous restent à faire, effectivement, sont là pour tamponner les effets lorsqu'on a de la pluviométrie forte, les bypass de nos stations d'épuration. Je pense que c'est là-dessus qu'on a un gros travail et qu'on a un travail aussi de cohérence à faire. Je vais citer un exemple d'un chantier qu'on a fait récemment. On a voulu renaturer un cours d'eau, donc on a planté autour. C'était assez logique de ramener de l'ombre, ramener des frayères, etc. Eh bien, prévention des inondations, on a coupé les arbres pour éviter les embâcles. Et pour le coup, on a vraiment besoin de cette cohérence, cette lecture de nos cours d'eau, de ce qu'ils apportent et d'être cohérent sur cette politique-là. Alors, j'imagine qu'André Flageolet, vous serez au moins d'accord sur ce principe-là en tant que président de comité de bassin. Et si oui, quel levier clé vous voyez pour pouvoir passer à l'action? Alors,
nous sommes en train de développer de façon parcellaire une multitude de réponses individuelles, et si vous me permettez l'expression, tous les tiroirs sont en train d'être utilisés. Ma question, c'est y a-t-il une commode? La commode, elle est simple, elle existe. Pour l'eau, ça s'appelle le SDAGE. Qui s'en occupe? Et qui se soucie de son application dans l'ensemble des documents locaux? Ça s'appelle aussi le SRADET, qui va bientôt être opérationnel. Mais ça s'appellera demain, au niveau du gendarme, l'évaluation de la DCE, directive cadre sur l'eau, par l'Europe, pour savoir si nous sommes au rendez-vous. Rassurez-vous ou inquiétez-vous, nous n'y sommes pas. Il y aura une facture à payer, on trouvera bien quelqu'un pour la payer. Ce seront les agences de l'eau, qui sont exsangues, parce qu'on les a vidées de leurs possibilités financières et de leurs moyens humains pour comprendre et expliquer aux collectivités ce qu'il fallait faire. L'exemple le plus typique, c'est la GEMAPI. La GEMAPI, si vous lisez le texte, c'est aménagement d'un cours d'eau ou d'un morceau de cours d'eau significatif. Qu'est-ce qui se passe en amont? Qu'est-ce qui se passe en aval? Sachant que si vous regardez sur le temps long, la question fondamentale, c'est peut-être les inondations. Combien de communes facilement inondées ont-elles un PPRI? Mais c'est aussi l'étillage. Combien de collectivités ont pris à bras-le-corps cette question sur le partage d'une eau qui est de moins en moins présente? Voilà, c'est une question importante. Ça veut dire que nous avons, à cause de l'évolution de la nature, à cause de ce temps long qui nous percute aujourd'hui, nous avons à nous interroger pour savoir si nos politiques au quotidien intègrent bien la vraie dimension du problème. Et je ne parle que de nous. Je n'aurai pas l'outrecuidance d'aller mettre sur la table la nécessaire relation entre le Nord et le Sud. Et donc de poser la question éventuellement d'une certaine forme d'humanité. Donc je veux dire simplement que la prise de conscience que nos autoroutes de biodiversité sont en danger, que nous avons des réponses structurelles à apporter qui doivent être déclinées de façon opérationnelle dans les réalités quotidiennes. Et toutes ces réalités quotidiennes que nous avons expliquées aujourd'hui doivent maintenant remonter dans un schéma sous réserve que l'on nous laisse travailler et que les outils qui ont été créés par le législateur pour fonctionner, effectivement, soient respectés par le législateur lui-même. Ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui. Michael Weber, l'ADN des parcs naturels régionaux, c'est l'intégration de la place de la nature dans les politiques publiques. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais. Comment est-ce que vous voyez cette question peut-être à la fois de la priorisation et puis peut-être des leviers clés pour faciliter le passage à l'acte? Moi, d'abord, je voudrais dire que les parcs naturels régionaux, contrairement à beaucoup d'autres collectivités au niveau de collectivités, parlent de biodiversité depuis très longtemps. Je rappelle que le mot biodiversité qui est apparu au début des années 90, il a quand même mis quasiment 20 ans à s'imposer dans le débat public. Et que vraisemblablement, si nous avions tenu ce congrès, cette colloque aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de niveaux de collectivités qui ne seraient même pas représentés. Nous-mêmes, on était considérés à l'époque plutôt comme ceux qui empêchaient de tourner en rond plutôt que de trouver des solutions. Moi, je pense qu'il faut aussi que l'on se dise qu'il est temps de passer aux actes. Parce que j'entends tout ce qui est dit, chacun dans son niveau de collectivité met le mot biodiversité dans son programme, dans les actions qui sont menées. Mais après, la réalité, il faut peut-être rappeler quelle est la réalité aujourd'hui en 2019. Malgré tout ce qui a été mis en œuvre depuis les dernières années, même si on prend les 5 dernières années, on s'aperçoit que la perte de biodiversité, elle va croissante. Donc ça veut dire qu'on n'est pas efficace. Ni nous, les parcs naturels régionaux, suffisamment. Je pense qu'on l'est plus que d'autres. Là, on peut donner des chiffres. Mais tous les autres non plus. Et donc on doit quand même s'interroger sur l'impact qui est le nôtre et sur les leviers effectivement que l'on peut avoir pour faire en sorte que ce constat-là soit s'inverse. On a parlé du levier financier. Moi, je ne suis pas certain que ça soit simplement le levier le plus important aujourd'hui. C'est une question de pratique
que l'on doit mettre en œuvre et qui aujourd'hui sont importantes pour nous, parfois elles ont elles-mêmes un impact financier. Je prends l'exemple du parc du Gâtinais français, qui est passé à plus de 90% de ces communes à l'extinction partielle de l'éclairage public. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il y a une part importante de ces communes dans le Gâtinais français, c'est dans la région parisienne, en Ile-de-France, eh bien, sont passées à l'extinction totale. Et que par ce biais-là, eh bien, les communes se sont engagées, je dirais, dans des actions vertueuses qui, par les économies qui ont été faites, ont pu aller beaucoup plus loin. Je parle aussi de la responsabilité des uns et des autres. Les régions qui aujourd'hui se voient accroître une responsabilité en matière de biodiversité, même les départements. Parce que j'observe et j'entends bien ce que vous venez de dire, chers collègues, mais sur la revue de dépenses sur les espaces naturels sensibles telle qu'elle est apparue il y a 2 ans, il semblait que les départements n'étaient pas tous exemplaires dans les moyens mis en œuvre, financiers en particulier, pour les actions de biodiversité. Donc je crois qu'il faut aussi aujourd'hui se dire les choses et que les uns et les autres, il ne suffit plus de mettre le mot biodiversité, encore une fois, comme un espèce d'étendard, mais il s'agit vraiment d'avoir des actions qui peuvent être menées et qui peuvent inverser la tendance. Et quant à l'urbanisation, on parle de zéro artificialisation des sols. André, comme moi, on est maire depuis quelques années déjà. Moi-même, je suis maire depuis 1995. J'ai connu les POS, puis on est venu avec les SCOT, puis on est venu avec le PLU. Aujourd'hui, on parle du PLUI, du SRADET, et je dois continuer. Et quel est le résultat? Depuis 1990, on nous dit que ces outils visent à réguler et à éviter l'artificialisation des sols, et dans le même temps, on s'aperçoit que l'ensemble de ces outils sont, grosso modo, sans effet. C'est comme ça la réalité. Donc, soit on se dit aujourd'hui, on arrête d'aller dans ce sens effectivement qui va contre l'histoire, on s'interroge sur les actions et les moyens financiers mis en œuvre pour rénover les 3 millions de logements vacants en France, qui sont en capacité d'accueillir, allez, si on prend les chiffres, 9 millions d'habitants. Et on met vraiment des outils en face. Et je pense que c'est possible. Soit on se dit, on va continuer à mettre des outils en place. On en a chaque fois. L'an dernier, il y avait une table ronde à l'AMF où on est arrivé tous au même constat que ces outils, en fait, étaient sans effet et sans impact. Et c'est la même chose sur éviter, réduire, compenser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle que de compenser. Si on parlait que d'éviter, avant de parler que de compenser, que vraiment le premier mot qui était à mettre en œuvre, c'était celui d'éviter. Donc voilà, c'est le cas sur l'urbanisme, sur le logement, parce que je pense que c'est un enjeu qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui, parce que tous les maires, que j'ai évoqué tout à l'heure, en particulier les maires ruraux, ils veulent accueillir la population nouvelle chez eux. Donc si on leur dit on n'a pas d'outils pour passer à la rénovation du bâti ancien, alors qu'on parle de cœur de ville, centre-bourg et tout ce qu'on veut, et on ne peut pas répondre à cette attente-là. Et le dernier sujet qui me semble être un sujet quand même essentiel, c'est celui de l'agriculture. Et là encore, je crois que ça a été dit tout à l'heure, je l'ai entendu, ne stigmatisons pas les agriculteurs. On leur a demandé depuis les années 60, enfin depuis l'après-guerre, de faire de l'agriculture intensive. On leur dit aujourd'hui exactement l'inverse. L'agriculteur de 1960, c'est le même qu'aujourd'hui. Il veut juste vivre de son travail. Donc si on lui donne les moyens demain de vivre mieux de son travail, peut-être par l'agriculture bio, peut-être par l'agroécologie, il s'adaptera, il changera sa pratique. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement ce que l'on fait. Voilà. Et je pense que c'est vraiment les leviers que l'on doit, à mon avis, j'en ai pris là 2 exemples qui me semblent importants pour qu'il y ait une vraie modification des pratiques et pour qu'encore une fois, on puisse un jour juste se retrouver ici dans cette même salle, tels que nous sommes les uns et les autres, et à dire que effectivement, en matière de biodiversité, on a pu gagner et non pas perdre, tel que c'est le constat alarmiste que l'on a chaque année. Juste, je reviens là-dessus parce qu'on dit c'est anxiogène. Oui, mais regardez les jeunes. Il n'y a pas simplement ceux du primaire ou les petits collégiens, les plus jeunes des collégiens qui n'ont pas ou qui doivent aller effectivement prendre contact avec la ferme, l'animal, la forêt et le champ. Mais ce sont aussi ces jeunes qui aujourd'hui se mobilisent dans la rue, qui sont eux-mêmes anxieux face à la planète que l'on est en train de leur céder. C'est quand même une vraie problématique que l'on a tous à traiter, je veux dire, et dans laquelle on a nous-mêmes une part de responsabilité. Moi, je ne suis pas du genre, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du genre à être pessimiste, etc. Moi, je veux vraiment trouver des outils et des alternatives dans ce pays, et peut-être à l'échelle mondiale, mais chacun fera en fonction de ce qu'il peut, pour qu'on change ces pratiques-là. Donc, changeons-les. Soyons convaincus que ce qui se passe aujourd'hui devant nous est une vraie problématique à laquelle on se trouve opposé et avec laquelle, je pense, on peut avoir des outils qui sont des outils locaux, mais qui peuvent aussi être des outils nationaux, voire même internationaux. C'est ce qui s'appelle remettre l'église au centre du village. Merci beaucoup.
Valérie J'ai pas Nouvelle. d'église dans mon village. Vous voyez, c'est une des communes où il n'y a pas d'église ni de cimetière. Donc, c'est pas pour autant qu'on ne meurt pas, mais bon, voilà. Enfin, vous aurez compris l'image. Oui, tout à fait. Valérie Nouvelle, donc à la fois sur la compétence espace naturel sensible, mais aussi les autres compétences du département. Comment finalement vous passez à l'acte sur l'intégration de la biodiversité dans ces différentes politiques, puisque vous nous dites qu'il faut maintenant les mettre partout. Un exemple ou deux peut-être ? Oui. Alors, il n'y a pas de domaine en fait où des politiques publiques qui ne puissent en fait intégrer la biodiversité de manière pertinente. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il faut passer d'une biodiversité qui est à côté des autres politiques, en fait, une biodiversité vraiment intégrée dans les politiques, pour retrouver aussi des réponses à ces questions techniques, économiques qui ont été soulevées précédemment. Alors, on pense souvent dans les politiques publiques, quand il faut intégrer la biodiversité, vous voyez, spontanément, j'ai des élus qui me disent, on va faire la biodiversité, on va s'intéresser à travers la politique zéro phyto, qui va de pair avec la gestion des espaces verts, elle-même support d'action, d'insertion. Voilà, je vais faire mon travail sur la biodiversité. Mais sachez qu'il y a d'autres domaines où on peut innover pour améliorer la qualité de vie quotidienne de nos concitoyens, en intégrant ces fameux services rendus par la biodiversité, et notamment un autre domaine de compétence des départements qui est les solidarités. Alors, quelques exemples qui peuvent vous servir de base pour développer vos propres projets d'élus, parmi des exemples sur les départements. L'accompagnement à la parentalité, pour donner du sens aux sorties programmées dans le cadre des accompagnants éducatifs administratifs. Pourquoi pas les réaliser dans la forêt, dans le cadre de sorties pédagogiques adaptées pour la découverte de la biodiversité. Et là, vous voyez, on n'est pas sur une charge liée à de l'animation avec des animateurs éducatifs, etc., complètement déconnectés de la biodiversité. En même temps, le financement de ces actions a des impacts sur la biodiversité. Dans la relation famille-enfant, donc les milieux naturels, c'est vrai, sont le cadre pour renouer avec tous ses sens, laisser davantage se développer sa réceptivité à l'autre ou renouer avec ses propres sensations. Ce sont aussi des projets qui sont mis en place par des départements. Le public des aidants, qui est quant à lui un autre acteur pour favoriser une communauté de destin au contact de la nature et de la biodiversité. Vous avez des clubs de marche pour les aidants. La mise en accessibilité d'un parcours de pêche, d'un parcours de promenade dans un espace naturel sensible, ça évite de priver certains de nos concitoyens des bienfaits d'une promenade à la campagne. On pense souvent à l'accessibilité de la mairie, des services publics. C'est indispensable, mais il nous faut aller beaucoup plus loin. Et tous ces travaux-là, toutes ces actions vont petit à petit sensibiliser davantage nos populations aux enjeux de la biodiversité. Il y a bien sûr tous les chantiers nature, notamment avec les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, la prévention de la vieillesse, cette volonté de vivre plus longtemps dans de bonnes conditions, font de nos actions pour la biodiversité une opportunité d'économie en matière de santé. Là où on voyait une charge d'acquisition et de gestion d'espaces naturels pour préserver la biodiversité, vous voyez, on peut complètement renverser l'équation pour en fait chiffrer les bénéfices de ces actions que l'on peut développer dans certains espaces naturels, pas tous bien sûr, mais qui vont en fait faire qu'au lieu d'être sur une charge, on va être sur une recette positive en matière de santé. On peut multiplier tous ces exemples, mais ce qu'il faut retenir, c'est que faire à chaque fois l'exercice, quand on travaille sur une politique publique, de se dire sur quel service rendu par la biodiversité je peux m'appuyer pour développer mes projets. De cette manière, la biodiversité fait partie des politiques publiques de votre collectivité, comme elle fait partie du quotidien de nos concitoyens. Et là, vous touchez toutes les tranches d'âge, vous n'êtes pas juste sur de l'éducation à la biodiversité, à la nature, mais vous êtes vraiment sur une réponse donc, pour la vie quotidienne de vos concitoyens, et en même temps, vous enlevez complètement cette distinction entre action pour la biodiversité et autres actions de politique publique. Merci. Alors, Daniel Breuiller, le SCOT, ça ne sert à rien. Il est en train d'élaborer son SCOT parce que j'ai métropole du Grand voté pas Paris. mal de SRCAE, de SDRIF, de choses comme ça, pour constater qu'effectivement, en tous les cas, ces règlements ne suffisaient pas à inverser les politiques. Et je voudrais dire un mot là-dessus. Cet été, au mois de juin, on a fermé des écoles dans presque une ville sur deux de la métropole du Grand Paris
en raison de la canicule. 5 millions de nos concitoyens sur les 7 millions sont exposés à des îlots de surchaleur urbaine. Cet été aussi, on a vu l'Amazonie qui brûlait et je ne sais pas si tout le monde a fait le lien entre le fait que l'Amazonie brûlait pour planter du soja qui nourrissait quand même, malgré tout, du bétail que nous consommons en France et qui vit en France. Et donc, je révoque ça parce que cette question du regard global reste premier, évidemment, sur tout aspect de règlement ou de décision ponctuelle que nous pouvons prendre. Il n'empêche qu'on est élu pour agir et que les règlements sont aussi des outils de l'action. Donc, quand on est élu de la métropole, le SCOT est un enjeu très important. Nous avons un taux d'imperméabilisation des sols inouï. Nous allons contractualiser avec des territoires ruraux en amont de la métropole pour diminuer les risques d'inondation pour les métropolitains, mais nous ne faisons pas l'effort de désimperméabiliser les sols même de la métropole ou d'obliger que nos toitures soient plantées et une capacité d'absorption des eaux pluviales à la parcelle accrue. Il y a là un paradoxe. Il n'empêche, pour moi, l'aménagement est quand même une composante sur laquelle il faut travailler d'arrache-pied. En tous les cas, je parle du sujet que je connais un tout petit peu, qui est celui de la métropole. Notre SCOT envisage de sanctuariser les terres agricoles. Et nous avons pris une remarque des services de l'État qui nous disait « Vous n'avez pas bien compris ce qu'est le zéro artificialisation nette. Il ne s'agit pas de conserver tous les espaces naturels. Il s'agit donc de ne pas empêcher non plus des coups partis. » Je ne veux pas rentrer dans une polémique sur des coups partis en Île-de-France dont on peut se demander, au fond, s'ils correspondent à la société de la crise climatique dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent. Il y en a certains très symboliques dont on parle assez souvent. En tous les cas, nous voulons cesser l'artificialisation et même engager la désartificialisation. Nous voulons imposer 30% de pleine terre, y compris dans Paris intramuros. Dans la zone la plus dense, 30% de pleine terre sur les projets urbains. Si nous ne faisons pas ça, la ville de demain sera difficilement vivable. Et puis, deuxième remarque que je voudrais faire, il faut des démonstrateurs. Je vais en donner deux exemples. Par exemple, nous avons signé, comme Antoine Cadier est là, je fais une page de publicité avec CDC Biodiversité, un programme Nature 2050. Ça veut dire que sur 9 sites de la métropole, nous disons que nous allons suivre la renaturation jusqu'en 2050. C'est un engagement durable. Nous mobilisons des entreprises là-dessus. L'aménagement public, c'est peut-être 10% de l'aménagement de nos territoires. 90% relève de l'action privée. Eh bien, si ces acteurs privés n'ont pas la même conscience des enjeux climatiques, de la nécessité de construire une ville nature durable et agréable à vivre, nous ne gagnerons pas ce pari. Et nous ferons encore le constat que la biodiversité a reculé, que la place de la nature dans la zone la plus dense demeure notoirement insuffisante et que par ailleurs 80% des cadres qui vivent dans la métropole du Grand Paris se demandent s'il ne ferait pas mieux d'aller vivre ailleurs pour trouver un cadre de vie plus conforme à leurs propres aspirations. Donc, Nature 2050, inventons la métropole du Grand Paris, 12 hectares d'agriculture urbaine ou de plantation. Nous devons élaborer des cahiers des charges qui sont les cahiers des charges du XXIe siècle, qui soient des cahiers des charges extrêmement ambitieux. Dans la tribune que j'évoquais, j'avais dit qu'il faudrait un 5% nature, comme il y a eu un 1% culture pour que la culture puisse être présente partout. Mais si on ne consacre pas 5% de tout budget d'investissement à une place accrue de l'eau et de la nature en ville, il n'y aura pas une ville résiliente. Ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, nous ne consacrons pas 5%. Quelques projets le font, mais la plupart du temps, la variable d'ajustement, une fois que le projet, même à l'issue d'un concours comme le nôtre, Inventons, a été retenu, on se dit, on va quand même rogner, finalement, peut-être un petit peu moins de nature, un petit peu moins de ci, un petit peu moins de ça. Et à l'arrivée, nous continuons à produire des objets urbains qui n'ont pas cette pensée de leur place dans la ville du futur, qui doit forcément être une place de la nature. Donc, quand même, pour moi, l'aménagement, en tous les cas, je veux le président Ollier est le premier à demander qu'on s'intéresse à ce sujet, mais nous voulons vraiment que cet enjeu d'aménagement, nous le pensions au regard non pas de règles de SCOT, de PLUI, mais au regard des enjeux climatiques et des enjeux de l'effondrement du vivant. C'est avec cette boussole-là que nous devons construire vraiment la ville de demain.
Quel programme? Ben voilà, quel programme justement? C'est la troisième question pour comment est-ce que on fait, comment on peut faire en sorte que les équipes communales et donc intercommunales qui vont être en responsabilité dans 6 mois, pour que dès le mois d'avril, elles puissent mettre en œuvre des plans d'action biodiversité, des atlas de la biodiversité communale. Comment est-ce qu'on peut s'organiser, quelles sont les bonnes idées que vous auriez? Et je laisse le ou la première d'entre vous qui a envie de répondre à cette question commencer. Vous préférez... André Flageolet, je vous sens... Il faut quelqu'un se lance. Trois réflexions simplement. Si on veut réussir, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit à peu près, mais si on veut réussir, il faut revisiter la question des valeurs financières, parce qu'autrement, on n'en sortira pas. Je veux dire, il faut être clair. Le mètre carré urbain, c'est l'équivalent d'un hectare en ruralité. Et l'hectare en ruralité rapporte rien. Donc, s'il n'y a pas un partage de la valeur du foncier, on peut faire tous les beaux discours que l'on veut, nous n'avancerons pas. Deuxième remarque. Si nous n'acceptons pas de revisiter les réponses techniques que nous avons données aux problèmes devant lesquels nous étions hier, nous aurons aussi à nous poser des questions sur le respect de ce que j'appelle les biens premiers, l'eau en particulier. Trouvez-vous normal que l'eau de pluie nous oblige à faire des déversoirs d'orage pour que les stations d'épuration puissent continuer à fonctionner? Question. Trouvez-vous normal que dans les 3/4 des communes, ce soit de l'eau potable qui serve à arroser les incendies? Mais il faut se poser la question de la pertinence de nos réponses aujourd'hui. Elles étaient peut-être pertinentes hier, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. Troisièmement, est-ce que nous sommes capables d'accepter de réfléchir à la question suivante? La terre dans laquelle nous sommes ou sur laquelle nous sommes dans la terre et sur la terre. Est-ce que sur cette terre, tout est possible? Est-ce que n'importe quelle terre peut accepter n'importe quelle activité? Moi, ma réponse est fondamentalement non depuis des années et des années. Dans ma commune, j'ai un PPRI drastique. J'ai eu un nombre impressionnant de gens qui m'expliquaient que leur terre était à bâtir alors que je leur expliquais qu'elle était inondable. Je n'ai pas cédé d'1 centimètre. Voilà. Pourquoi? Tout simplement, or, regardez aujourd'hui le pourcentage de communes inondables qui ont accepté d'avoir un PPRI. Et vous m'expliquerez après comment on peut faire de l'aménagement harmonieux du territoire. Regardez aujourd'hui comment se développe encore un certain nombre de zones commerciales. Moi, je préside la CDAC dans mon département, en tant que président des maires. J'ai demandé au préfet, on va tirer au sort 4 ouvrages et on va les vérifier s'il y a cohérence entre le dossier déposé et la réalisation. Au hasard. Et donc, je terminerai simplement en disant, au lieu de dire éviter, réduire, compenser, on va prendre le E d'éviter pour dire éduquer. On va prendre le R de réduire pour dire réfléchir. Et on va prendre le C de compenser pour dire co-construire. Bon, nouvelle doctrine pour le prochain mandat. Valérie Nouvel. Je vais peut-être ajouter un A pour améliorer la biodiversité. Alors, dans les idées en fait, qui vont être mises en œuvre par les départements pour informer puis mobiliser les candidats futurs élus pour l'engagement de plan d'action dès l'entrée de leur nouveau mandat, en fait, il y a quelque chose de très simple, c'est proposer une participation à un comité de gestion d'un espace naturel sensible ou d'une réserve ou d'un autre site comme ça protégé pour sa biodiversité. Ça permet en fait d'appréhender la richesse de la concertation qui existe en leur sein entre tous les usagers du site pour définir en fait les actions qui au final seront mises en œuvre. En fait, ce sont des espaces de dialogue où vous avez en fait à la fois des gens qui ont des
une conception complètement différente de l'usage d'un site. Et c'est là on peut retrouver aussi bien agriculteurs que des acteurs du tourisme, donc que des chasseurs, que donc des habitants riverains. Et c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a une action publique, mais il y a aussi une action privée au niveau du développement des projets. Et ces instances, c'est un modèle que l'on a la chance d'avoir en France, d'espace où on a cette concertation, cette réponse à l'appel que lancent les concitoyens de plus de co-construction et de concertation. Donc n'hésitez pas à participer à un de ces comités de gestion. Et deuxièmement, c'est aussi des appels à projets biodiversité qui sont développés dans les départements, où les départements en fait mettent à disposition donc des élus des communes leur ingénierie en environnement pour pas seulement suivre des projets, mais vraiment être dès l'amont sur la réflexion pour définir le projet et ensuite, bien sûr, suivre sa réalisation, sa mise en œuvre, sa vie et son évaluation. Et donc ça, c'est deux actions, puisqu'on voit que les élus sont assez démunis quand il faut passer effectivement de cette intégration de la biodiversité dans toute leur politique. Donc voilà deux actions très concrètes qui peuvent être proposées par les départements. Corinne Casanova. Alors moi, je me dis que par rapport à ce que viennent de dire mes collègues, que si l'élu qui va commencer son mandat en mars 2020, il faut qu'il attende que la question fiscale soit résolue et que la question du bien commun soit résolue, il ne va pas bosser beaucoup pendant son mandat. Alors moi, j'aurais plutôt envie de dire, on va être un peu plus pragmatique, effectivement, et je ne sais pas si le président de la République et nos parlementaires arriveront à faire quelque chose. Donc l'élu local, je doute qu'il y arrive. Donc moi j'ai envie de dire, déjà j'ai l'impression que ça a changé en 20 ans, ça fait 20 ans que je suis élue. Il y a 20 ans, l'environnement, on filait la compétence au Benjamin de l'équipe ou à l'écolo de service. J'ai testé, donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il aura déjà un peu plus de chance parce qu'il a plus de chances de se retrouver dans une position dans l'organigramme avec plus de transversalité et plus près du président de l'exécutif. Ce qui, à mon avis, va un peu l'aider parce qu'il ne faut pas non plus qu'il se leurre. En début de mandat, il y a toute une appréciation du mécano institutionnel à faire. Il ne va pas être opérationnel fin mars. Il ne faut pas non plus raconter des cracks. Donc, par contre, après, moi, j'ai envie de dire, eh bien oui, les outils de planification, j'y crois en ce qui me concerne, parce qu'un SCOT et un PLU, effectivement, un PLUI, ça vaut rien. Ça vaut par ce qu'on met dedans et ça vaut donc par la volonté politique qu'on met dedans. Quand on dit dans un SCOT qu'effectivement, on réduit la part de la consommation. Je vois le SCOT de Métropole Savoie entre 2005 et aujourd'hui. On a réduit de moitié la consommation d'espace par habitant. On était à plus de 1000 mètres carrés par habitant. On est à 319 aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on ne porte pas ses fruits avec des documents de planif. Le tout est qu'il ne faut pas que ce soit des coquilles vides. Et je ne suis pas complètement d'accord avec mes collègues. Je vois en CDAC et en CNAC des dossiers qui sont à peu près bien montés. Je vois des SCOT où il n'y a rien non plus, effectivement. Ce n'est pas le SCOT qui est en responsabilité, ce sont les élus qui le portent. Et moi, j'ai envie de dire, un élu qui a envie de se mobiliser sur la question de la biodiversité en début de mandat, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas être sur un message qui soit punitif. Je pense qu'il y a un outil qui est très intéressant en ce moment, et les intercommunalités s'en saisissent pas mal, c'est la question des programmes alimentaires territoriaux. Nous avons défini à l'échelle de notre territoire à l'horizon 2050 une volonté d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour le coup, derrière, on engage une réflexion sur effectivement les terres agricoles, lesquelles sont les plus propices à quel type d'agriculture. On engage une discussion avec les agriculteurs pour effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, effectivement, ils ne produisent pas un certain nombre de cultures qui sont produites en Amazonie, c'est cette réflexion avec la Chambre pour voir ce qu'on peut remettre sur notre territoire et comment les agriculteurs, on peut les aider à avoir plus de valeur ajoutée dans leur travail. Donc c'est tout ce qui concerne le circuit court, c'est tout ce qui concerne le maraîchage. Et quand on aura fait ça, quand il aura fait ça, notre élu, en fin de son mandat, normalement, il devrait avoir bien bossé pour son territoire et pour la biodiversité. Bon, un programme. Qui de vous deux veut enchaîner? Michael Weber et puis ensuite Daniel Breuiller. Excuse-moi. Oui, je crois que la première, comment dirais-je, impact qu'il va y avoir, c'est d'abord l'impact des électeurs. Parce qu'il me semble que de plus en plus, nos concitoyens sont intéressés à ces sujets-là. Je crois que fondamentalement, d'ailleurs, tous les candidats pour parler des municipales, puisque c'est quand même la prochaine échéance qui arrive, vont parler effectivement
d'environnement, de biodiversité. D'ailleurs, regardez, les parents d'élèves exigent quasiment du 100% bio dans les écoles. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème, parce que combien même les élus voudraient s'y engager, c'est très difficile d'y répondre dans la réalité des faits. Donc je pense que la première des choses, c'est celle-ci, c'est de se dire, je pense que nos élus, de plus en plus, sont sensibilisés à ces questions, pas dans tous les territoires, mais je pense qu'ils ont conscience que c'est un sujet, parce que la population va les amener à ce sujet-là. Et demain, ce sera de faire en sorte que des outils parfois simples, je veux dire, la pédagogie, l'éducation à l'environnement, l'impact peut-être sur effectivement l'éclairage public, les zéro pesticides, ce sont des outils, des dispositifs qui sont faciles et dont les élus vont assez facilement se saisir. Le problème, c'est que la demande va être de plus en plus forte. Et je pense que c'est aussi l'occasion peut-être d'associer, parce que je pense qu'il y a aussi ce nouveau rapport au pouvoir, les populations dans nos villes, dans nos villages. Peut-être que demain, il y aura des... Regardez d'ailleurs ce qui se passe sur parfois les commissions fleurissement dans les villages. Ce n'est pas tellement les élus qui sont de ces commissions fleurissement. C'est un peu d'élus, un peu de techniciens, mais c'est souvent des habitants qui ont du temps, qui veulent se donner du temps et qui finalement sont plus exigeants encore avec lui-même que ce que voudrait faire l'équipe municipale. Et je pense que nous, dans les parcs naturels régionaux, c'est une grande pratique. L'un des grands enseignements qu'il y a eu de 50 ans d'histoire des parcs naturels régionaux, puisqu'ils sont créés depuis 1967, je le rappelle, bien avant qu'on parle de biodiversité d'ailleurs, eh bien, c'était de dire que les élus dans ces parcs sont sans doute beaucoup plus sensibilisés à ces questions-là que les élus dans d'autres parcs. Il y a d'autres d'ailleurs impacts des parcs naturels régionaux sur les élections, mais ça supposerait un autre débat. Et pourquoi? Eh bien parce qu'effectivement on fait de la sensibilisation, parce qu'on a des dispositifs comme Jardinier pour la biodiversité, où finalement l'habitant devient l'expert, ou finalement par l'action qu'il mène dans son propre jardin, eh bien non seulement il est primé, non seulement il est reconnu, mais en plus il ouvre son jardin et devient finalement enseignant, pédagogue pour les autres. C'est aussi le travail que l'on mène maintenant avec l'AFB. Je salue Christophe Aubel qui est président, mais les territoires engagés pour la nature. Je pense que c'est aussi ça, c'est de montrer que par là encore la démonstration, par la labellisation parfois, par les actions concrètes qui sont menées, où ce sont les habitants qui deviennent les experts. D'ailleurs, ce que l'on demande aussi, c'est-à-dire dans la connaissance elle-même de la nature, si on a une si bonne connaissance, c'est pas simplement l'IPBES, c'est aussi que le fait que nos concitoyens sont devenus eux-mêmes experts pour leur propre environnement. Je pense que c'est l'occasion peut-être de créer un nouveau lien, en tout cas dans ces élections qui arrivent, et c'est pas spécifique aux mairies communes, mais de façon générale pour créer un nouveau lien entre l'habitant et le pouvoir politique. Merci. Et Daniel Breuiller, je sens une convergence avec Michael Weber sur ce sujet-là. Oui, le premier point à la question comment mobiliser les candidats, je voulais répondre, les citoyens vont s'en charger. Et je suis d'accord avec ce que vient de dire le collègue. Je pense que la compréhension par nos concitoyens de ces enjeux climatiques, de nature et de biodiversité est plus grande que le niveau atteint par nos propres politiques publiques. Et donc, dans le débat des élections municipales puis territoriales, ce sujet sera un sujet omniprésent. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur la mobilisation des élus. Je pense qu'elle se fera parce lorsqu'on est élu, on est toujours stimulé par la pression sociale, la demande de nos concitoyens. C'est d'ailleurs assez naturel qu'il en soit ainsi. Sur le comment, moi, je crois aussi beaucoup à l'idée. Au fond, quand on démarre un mandat, j'ai fait 4 mandats de maire aussi, quand on démarre un mandat, réunir dans une même instance des scientifiques, des professionnels, des associatifs, des citoyens et des élus, c'est quand même la garantie d'être plus intelligent et de pouvoir coproduire des politiques publiques. Les formes, chacun les trouve, chacun les détermine, mais il n'y a pas d'évolution des politiques publiques s'il n'y a pas des éléments de coélaboration de ces propres politiques publiques. Et puisqu'il y a une demande sociale assez forte sur ces sujets, utilisons au fond cette force citoyenne, les associations de protection de l'environnement, des animaux, de la nature, comme un moteur de nos propres réflexions, pas comme une crainte en se disant nous allons être bousculés finalement par ces gens que parfois on trouve un tout petit peu excessifs ou ne comprenant pas la totalité des enjeux auxquels un maire est confronté, mais comme un moteur positif en disant au fond, puisqu'il s'intéresse à ce sujet, intégrons-le et intégrons-les dans la réflexion sur le devenir du territoire. Et puis il y a un troisième élément que je voudrais rajouter sous forme de clin d'œil. Moi je crois beaucoup aux innovations de très haute technologie.
À la métropole du Grand Paris, on nous en présente souvent, compte tenu de ce qu'est cette métropole. Et par exemple, très récemment, on m'a présenté une innovation, 10% des particules fines absorbables. Le carbone absorbable. Des émissions de CO2, lutte contre les inondations et lutte contre les îlots de chaleur, rien que ça. Cette innovation inouïe, ça s'appelle un arbre. Et au fond, on a juste oublié que c'était quand même une innovation de très haute technologie qui a mis dans ces écosystèmes des milliers d'années à trouver sa place. Et peut-être que le regard sur ces solutions de nature low-tech mérite d'être aussi attachant que celui qu'on porte à l'innovation de haute technologie, dont nous avons aussi par ailleurs tout à fait besoin. Merci beaucoup, Guillaume Chevrollier, pour conclure cette table ronde. Merci. À ce stade, il me revient effectivement la mission de conclure. Vraiment, avant de remercier l'Agence française pour la biodiversité, pour l'organisation de ce colloque ou de ce séminaire de travail, remercier tous les intervenants, quel que soit leur niveau de responsabilité ou la collectivité qu'ils représentaient. On voit bien qu'on a besoin de tous les échelons, de la commune, des intercommunalités, du département, des régions, des territoires d'outre-mer également. Tous étaient représentés. Merci aux participants, à ceux qui ont posé des questions. Je ne vais pas faire un résumé de toutes ces heures d'échanges et de travaux, mais simplement vous dire que je pense vraiment que le Sénat était dans son rôle, comme l'a dit le président tout à l'heure dans sa vidéo, le président du Sénat, de diffuseur de la connaissance. Le Sénat, en plus, il est exemplaire par rapport à... C'est une institution exemplaire puisqu'on est au cœur de Paris et on a un espace vert très vaste à côté de nous qui dépend du Sénat, puisque le Jardin du Luxembourg dépend de l'institution et c'est quand même 24 hectares qui est quasiment pas artificialisé et qui recèle d'une biodiversité. Plus sérieusement, on voit bien que sur cette thématique de la biodiversité, ça a été dit, on a besoin d'une acculturation. Donc chacun, quel que soit son niveau de responsabilité, peut agir dans ce domaine. Je pense qu'il y a cette prise de conscience, il faut continuer. Il y a l'association, vraiment je note l'association nécessaire entre la thématique de la biodiversité et la thématique du climat et du dérèglement climatique qui doit appeler à ce que les élus locaux en particulier soient mobilisés sur ces deux champs. Sur le pouvoir local, et ça fera l'objet de travaux du Sénat, mais pas que, il y a la question de la décentralisation, de la différenciation aussi, ça a été dit pour les Outre-mer, mais pas uniquement pour les Outre-mer, pour faire en sorte que les politiques publiques soient davantage efficientes. Il y a la question aussi du pouvoir financier, quels moyens on met pour cette reconquête de la biodiversité. Et quand on parle de pouvoir financier, c'est aussi quelle fiscalité on donne. Enfin, ça a été beaucoup exprimé par les différents intervenants. Quelle fiscalité pour favoriser la biodiversité. On voit, on a reçu un certain nombre d'économistes sur le sujet. Il y a des choses à approfondir. Moi, je relève qu'il faut, et sans mauvais jeu de mots, pas créer de nouvelles usines à gaz pour reconquérir la biodiversité. Il faut être dans le concret. Et je pense que cet après-midi, les différents intervenants ont bien développé différentes solutions très, très concrètes qui pourraient être source d'inspiration pour les candidats et les futurs élus en 2020, que ce soit dans le domaine l'Atlas de la biodiversité, sur l'urbanisme, sur la politique de l'eau, sur l'agriculture et alimentation. Avec l'idée aussi qu'on ne met pas le territoire sous cloche, ça me semble aussi important. Les termes de végétalisation verticale, rivière urbaine, l'éclairage public, sur ces aspects très, très concrets. Et un point également important, dans un contexte où il y a une défiance vis-à-vis de la parole publique et où il y a un problème, il y a aussi beaucoup de problèmes autour de la santé publique, bien mettre en avant les bienfaits de la biodiversité sur la santé tant physique que mentale, selon d'ailleurs une note très bien faite de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité.
Pour résumer, on voit bien que pour les politiques en matière de biodiversité, il faut une volonté politique de faire. Mais pour conclure, je pense que cette thématique-là, elle est de nature, puisqu'elle transcende un peu, et elle doit transcender les clivages politiques, elle est de nature à fédérer des hommes et des femmes qui veulent agir pour le bien commun. Et dans un pays qui est divisé, qui est fracturé, il y a même un succès d'édition, on parle de l'archipel français. Mais moi, je pense que des thématiques comme la biodiversité sont des thématiques qui sont en capacité de rassembler les citoyens pour faire en sorte que le quotidien de demain soit meilleur. En tout cas, c'est le vœu qu'on peut formuler. Et je pense que les travaux de cet après-midi contribueront à aller dans cette direction. Donc, merci à tous pour votre participation. Et puis, bon retour dans vos territoires selon la formule du Sénat. Merci. Voilà pour les temps forts de ce colloque qui s'est tenu hier au Sénat, organisé par Guillaume Chevrollier, sénateur Les Républicains de la Mayenne, ainsi que l'Agence française pour la biodiversité. Le Sénat, la Chambre des territoires, prend sa part dans cette mission de sauvegarde de la biodiversité et se mobilise pour engager une vraie dynamique, un vrai changement. On le constate, dans ce contexte, il faut donner aux élus les outils pour mettre en place ce changement. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions et tous les colloques sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.